Au début, nous voyons notre protagoniste principal, qui s'appelle Yagiri, actuellement en voyage scolaire dans le bus, mais il s'est endormi. Pendant son sommeil, Yagiri rêve de son passé, où l'on voit une version plus jeune de lui, marchant dans un couloir d'une installation souterraine secrète où il a été élevé comme un rat de laboratoire malodorant. Tout comme la garce de Stranger Things, on voit des balles voler dans toutes les directions. Mais mon pote est comme Neo de Matrix et n'en a absolument rien à foutre de ces balles. Et il commence à appeler sa tutrice, qu'il appelle sa mère. Elle est connue sous le nom de Miss Asaka, et Yagiri est super en colère en ce moment, car quelqu'un a pris sa mère en otage en pointant une arme. À ce moment-là, sa mère s'inquiète et dit à Yagiri de rester en arrière, tout en s'excusant auprès du garçon. À ce moment-là, la personne avec l'arme commence à se moquer du nerd de Stranger Things qui ressemble à Eleven et lui dit qu'il n'est qu'un petit orphelin sans valeur, qui n'a plus rien maintenant. Et juste avant que le voyou n'appuie sur la gâchette, soudain, Yagiri regarde le visage laid et dégoûtant du coupable et utilise une capacité spéciale de mort instantanée qui a éliminé la vie du voyou sans que Yagiri ne le touche même. Cela choque sa mère, Mademoiselle Asaka. Et juste à ce moment-là, l'anime revient à la scène du voyage en bus. Et là, une fille nommée Tamachika-don Unura crie sur Yagiri et lui dit de se réveiller, car le bus dans lequel il se trouve est en train d'être isekai'd dans un monde étrange. Mais Yagiri n'arrive toujours pas à se réveiller. Quelques instants après, Yagiri se réveille enfin et demande à Tamachika ce qui s'est passé pendant qu'il dormait, et elle lui hurle à nouveau au visage et lui demande comment il a pu dormir pendant l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'humanité. Et à ce moment-là, Yagiri réalise qu'il est dans un univers différent, car une espèce de dragon fou est en train d'attaquer leur bus scolaire, et de nombreux élèves ont déjà été éliminés par la créature mythique. Et Tamachika lui dit que la vouivre ou le dragon est incroyablement puissant. Et depuis qu'ils se sont réincarnés, il élimine les élèves un par un. Après cela, Yagiri trouve tout ce qu'il peut pour effrayer la créature. Alors, il ramasse un microphone au hasard et le lance sur la créature. Mais évidemment, cela n'a absolument rien fait à la vouivre. Et cela n'a fait que rendre le dragon extrêmement furieux contre Yagiri et était sur le point de mettre fin à toute leur carrière d'isekai en quelques secondes. Alors qu'il charge une boule de feu dans sa gueule. Pendant que Tamachika s'accroche à Yagiri pour sauver sa vie, serrant ses melons contre son corps. Mais juste au moment où il allait les faire exploser comme Daenerys Stormborn, Yagiri regarde simplement le dragon stupide droit dans les yeux, et en une seconde, la créature géante surpuissante tombe au sol, et a été éradiquée de son propre monde par cet enfant étrange et maigre venu du Japon. Et après qu'il ait dit à Tamachika qu'elle lui devait quelques bisous pour lui avoir sauvé la vie, et après qu'il ait joué à Super Mario comme un vrai pro sans se soucier de rien. Après ça, Tamachika dit à Yagiri que s'il ne range pas sa Game Boy, elle ne le laissera plus jamais tripoter ses melons tout doux. Alors il la range, et elle commence à expliquer ce qui s'est passé pendant leur voyage scolaire, et là, Tamachika dit à Yagiri que pendant que le bus traversait un tunnel, dès qu'ils sont sortis de l'autre côté, tout le paysage a changé et ils sont arrivés dans une magnifique prairie. Et une déesse fée aléatoire, impolie et très prétentieuse, nommée Seon, est apparue dans le bus et les a tous accueillis dans son monde, ce qui a énervé le directeur de l'école. Et dès qu'il a senti la main de Seon, il s'est volatilisé. Elle avertit tout le monde dans le bus que sa main fera disparaître n'importe qui comme si elle maniait le gant de Thanos, et que s'il ne l'écoute pas, elle fera sentir ses mains dégoûtantes à une autre personne pour voir si elle peut supporter sa puanteur. Après ça, elle commence à troller toute la classe dans le bus et leur dit à tous qu'elle est une mage de rang SSS et la déesse la plus surpuissante de l'île, et que son niveau de puissance d'anime est supérieur à 9000 juste comme une blague de référence à la culture pop. Mais personne n'a même ri, ce qui a agacé la déesse Séon. Et elle leur a dit qu'il serait sage pour eux de rire de ces blagues à partir de maintenant, sinon ils ne dureraient pas très longtemps dans ce monde. Après, elle les traite tous de bandes de moldus dégoûtants qui ne possèdent aucun type de pouvoir magique, et qu'après avoir été isekai'd, il est interdit d'être dans son monde sans avoir de magie, car le but de ce monde étrange est de monter de niveau et de tester chaque étudiant, et d'affronter les créatures les plus puissantes avec leur magie, pour voir qui sera digne de lui succéder. Soudain, elle fait briller tous les passagers du bus.
avec un écran de statistiques holographiques, et leur annonce que les jeux vont bientôt commencer. Leur premier test consiste à vaincre le puissant dragon divin, que personne n'a jamais réussi à vaincre auparavant. Mais Tomochika se plaint à la déesse, disant qu'elle n'a même pas d'écran de statistiques et qu'elle ne brille pas comme les autres élèves. Tomochika remarque que quelques autres ne brillent pas non plus, comme la peste populaire, Shinizaki, un garçon appelé Kiryu, et bien sûr, Yagiri qui dormait profondément pendant tout l'événement Isekai. Et RMC n'a aucune idée qu'il a été emmené dans un monde complètement nouveau. Une des filles dit à toute la classe que le dragon approche bientôt, et que le dragon semble être au-dessus du niveau 100, ce qui le rend 100 fois plus puissant que n'importe lequel de ses élèves. Ils ont donc peur et demandent à la déesse de les réincarner au Japon. Cependant, le crétin sportif de l'école, nommé Yasaki, qui se prend pour le Justin Timberlake du Japon, s'avance devant la classe et leur dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'éliminer le dragon et de réussir leur premier test pour devenir un mage de première classe, ce qu'il veut absolument faire. Surtout que Yasaki a reçu la classe de général, ce qui lui confère une force et des capacités puissantes, même au niveau 1. Après son discours, tous les individus doués descendent du bus pour attendre la rencontre avec le dragon et finalement tuer la bête pour réussir le premier test Isekai. Cependant, le général Yasaki dit aux 4 ringards sans pouvoir magique de rester dans le bus car ils ne peuvent rien faire contre quoi que ce soit dans ce monde. Il bloque la porte du bus et tous les autres élèves doués se dirigent vers la forêt et attendent l'arrivée du dragon surpuissant. À ce moment, le dragon apparaît. Mais comme nous le savons, Yagiri utilise sa compétence de triche incroyablement injuste qui lui permet de terrasser n'importe qui d'un seul coup d'œil, le rendant plus fort que Saitama lui-même. Après avoir vu la bête tomber au sol comme un paysan faible, Tamachika demande à Yagiri si c'est lui qui a tué le dragon comme ça, sans même le toucher. Mais il le nie et dit qu'il n'y est pour rien. Et il dit à Tamachika qu'il n'a même pas de pouvoir magique car c'est un loser solitaire. Alors, comment un type comme lui pourrait-il vaincre un boss dragon? Et juste à ce moment-là, elle se souvient que Yagiri est l'élève le plus inutile qui ne fait que dormir toute la journée. Donc ce qu'il dit doit être vrai. Quand les deux descendent du bus, ils remarquent quelque chose qui vole dans les airs au-dessus d'eux, et il s'avère que ce sont leurs camarades de classe, qui sont revenus voir si le dragon avait éliminé les élèves sans magie, mais à leur grande surprise, le dragon était déjà mort, et ils aperçoivent la peste de Tamachika et le dormeur de Yagiri en bas. Après avoir atterri, ils racontent à Yagiri et Tamachika leurs compétences magiques Isekai Cool. Et chacun de ces garçons a un rôle spécifique à jouer. Le gros lard, nommé Daemon, est un guérisseur. Higashida est un puissant héros lanceur de flammes. Et Yoshiaki est un nécromancien. Daemon est furieux que Tamachika soit en vie, car il ne peut pas la troller et la transformer en zombie. En utilisant sa magie de guérison et en la combinant avec celle du nécromancien, il aurait pu la ressusciter. Mais ici, le héros explique qu'il n'est revenu que pour utiliser la capacité du nécromancien sur Tamachika afin de lui faire la cour après l'avoir ressuscité, car elle ne le laisserait jamais la toucher en classe ou s'approcher de lui. Alors peut-être que sa version zombie le laisserait faire. Mais là, Tamachika dit au héros d'aller se faire voir, le traitant de personne la plus laide de la classe. Alors, il montre à quel point il est fort par rapport à elle, en exhibant son incroyable capacité de boule de feu, et menace Tamachika, exigeant qu'elle le laisse sentir ses pieds, sinon il les éliminera tous les deux. Mais à ce moment-là, Yagiri dit à l'idiot de héros qu'il est en fait plus faible qu'il ne le pense, et pointe son doigt potelé et malpropre sur lui, et lui dit de crever. Ils éclatent tous de rire et pensent que Yagiri essaie juste de les troller. Mais quelques secondes plus tard, le héros de la boule de feu tombe instantanément et est éliminé par Yagiri, sans même qu'il ne le touche, choquant les 2 autres crétins, qui voient leur ami périr dans le néant. Et enfin, fermant sa grande bouche une fois pour toutes, son ami nécromancien commence à pleurer sa perte. Et il demande donc au gros guérisseur de soigner le héros. Mais Yagiri pointe du doigt le nécromancien. Et il est éliminé comme le héros. Et le seul qui reste est le gros guérisseur, qui essaie de soigner ses 2 potes. Mais la magie de réanimation ou de guérison ne fonctionne pas non plus sur les personnes ciblées par le pouvoir de Yagiri. Après, Monsieur le Gros dit à Yagiri à quel point son pouvoir est injuste, et qu'il est peut-être la chose la plus surpuissante de tout l'univers de l'anime.
et qu'on devrait juste arrêter ce résumé d'anime maintenant, parce que Yagiri peut tuer n'importe quoi en un coup, mais Yagiri dit au petit nain snob qu'il y a en fait une chose dans ce monde qui peut contrer sa capacité instantanée. Mais ce ne sera certainement pas lui, et c'est là qu'il abandonne finalement, et essaie d'être ami avec Yagiri et l'approche avec des intentions amicales, mais Yagiri sait quand quelqu'un a l'intention de le tuer, et explique comment son autre pouvoir est un sens spécial pour savoir quand quelqu'un veut l'attaquer, et cela fait tomber le garçon guérisseur au sol. Et il supplie le seigneur démon de ce monde d'effacer Yagiri, car il est tout simplement trop fort pour quiconque. Après, Yagiri demande au petit Intello qui évite la salade pourquoi il est si excité à ce sujet. Et ce qu'est même un seigneur démon. Et c'est là que le guérisseur dit à Yagiri que ce n'est pas la première fois qu'il est réincarné dans ce monde, et il explique qu'il n'y a pas si longtemps. Lui et ses deux autres amis ont été convoqués ici, au royaume d'un homme, pour vaincre le roi démon. Mais ils ont échoué, c'est pourquoi ils sont renvoyés ici. Mais Yagiri a déjà éliminé toute son équipe, donc ils sont tous condamnés. Cependant, Yagiri ne le croit pas, car il ne l'a jamais vu, lui et les autres, manquer des jours d'école. Mais le guérisseur lui dit que c'est parce que dans le royaume magique, il semble qu'ils étaient ici depuis des mois, mais comme ils sont retournés sur Terre dans le monde réel au Japon, ils n'étaient not partis que quelques heures, c'est pourquoi on dirait qu'il ment. Cependant, Yagiri s'apprête à ruiner la carrière de ce garçon. Mais à ce moment-là, le garçon promet d'être son fidèle serviteur, de le guider à travers cet autre monde et de l'aider à trouver le seigneur démon après cela. Il dit à Tamachika qu'ils devront traquer ce roi démon et en finir pour qu'ils puissent retourner dans leur monde, et qu'ils puissent enfin se détendre en paix et se relaxer avec ses jeux vidéo et ses hot Cheetos. En regardant des résumés d'animes, cependant, Tamachika est surprise que Yagiri l'aide, et il dit à la jeune fille qu'il ne fait que la protéger, car il se souvient de la douce sensation de sa poitrine lorsqu'elle a essayé de le réveiller dans le bus. Ce qui la met extrêmement en colère, car elle pensait qu'il était juste un gentil garçon sans autres intentions. Cependant, Yagiri aime les gros melons juteux comme nous tous, et est définitivement un homme de culture. D'un autre côté, nous voyons Sage Shin se tortiller dans son lit en attendant que son assistant, Yoichi, vienne lui faire un rapport. Il explique que 4 personnes sont mortes lors du premier test de Sage, dont 2 personnes non bénies et 2 détenteurs de capacités de rang S. Cela choque Shin pendant un moment, mais elle décide de procrastiner comme vous procrastinez vos devoirs et dit que ce n'est pas quelque chose qui devrait inquiéter avant de se coucher à nouveau. Après ça, Yagiri et Tamachika décident d'aller dans la ville voisine pour voir s'ils peuvent retrouver leurs camarades de classe. Ils arrivent juste avant la fermeture des portes de la ville et parviennent à entrer même s'ils ne connaissent pas la langue de ce monde. Soudain, un officier supérieur s'approche d'eux et il s'avère qu'il peut parler leur langue. Yagiri explique qu'ils se sont séparés de leur groupe et qu'ils cherchent maintenant à les retrouver. L'officier prétentieux dit qu'on lui a ordonné de ne pas interférer avec les candidats sages, mais rien ne lui dit de les aider non plus. Il dit que leurs camarades de classe sont déjà passés à leur prochaine destination, et c'est tout ce qu'il est prêt à leur offrir. Mais ensuite, il regarde Tamachika et dit que seule elle peut rester chez lui pour la nuit si elle le souhaite. Mais Tamachika saisit instantanément la main de Yagiri et s'enfuit en disant « Non merci ». Yagiri lui demande ce qui se passe avec elle et elle répond qu'elle craignait qu'il ne l'envoie aux enfers à cause de son comportement grossier. Yagiri lui dit d'arrêter d'agir comme s'il était une sorte de maniaque homicide, mais elle répond qu'elle est surprise qu'il ne sache pas qu'il est exactement ça. Sur ce, ils commencent à observer les structures et les habitants de ce monde fantastique jusqu'à ce qu'ils rencontrent une adorable fille chat nommée Mayaryu qui leur propose de les aider gratuitement. Il lui demande pourquoi elle fait ça, et elle explique que son objectif est de sortir avec un candidat sage, et c'est pourquoi elle essaie de se lier d'amitié avec autant de candidats masculins à l'examen de sage que possible. Elle dit qu'elle a entendu dire qu'ils étaient susceptibles de craquer pour les filles chats, comme elle, et qu'ils étaient généralement très puissants et riches. C'est pourquoi elle mise sur sa race et son joli visage. Ils décident de l'accompagner pendant qu'elle leur fait visiter les environs, et Tamachika finit par acheter aussi un tas de vêtements. Mais à la tombée de la nuit, cela se passe exactement comme Yagiri s'y attendait. Il découvre que la fille chat fait en réalité partie d'un gang de bandits qui les encercle et prévoit de les vendre comme esclaves de soulagement du stress, après avoir confirmé qu'ils ne sont pas recommandables.
Yagiri commence le massacre en disant à tous ceux qui sont derrière lui de mourir, puis commence à choisir ceux qui sont devant lui un par un en testant sa capacité sur eux. Il teste s'il peut faire mourir certaines parties du corps de ses ennemis au lieu de les achever complètement, et il continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la fille chat et le chef des bandits. Après cela, il teste une fonctionnalité retardée en leur ordonnant de mourir et les laisse s'enfuir un peu avant que la capacité ne se déclenche et les envoie tous les deux aux enfers. Après s'être occupé d'eux, ils décident tous les deux de s'enfuir, mais ils sont arrêtés par les chevaliers de la région. Leur capitaine, Edelgar, leur demande ce qui s'est passé et révèle qu'ils ont vu les hommes autour d'eux s'effondrer sur le sol de nulle part. Yagiri leur demande pourquoi ils ne les ont pas aidés s'ils les observaient, et elle révèle qu'ils prévoyaient de les suivre une fois qu'ils seraient capturés et de suivre ces voyous jusqu'à leur base et de capturer leur chef. Elle leur dit aussi de ne pas faire les malins, car ils sont bénis par la protection des saints, ce qui les rend immunisés contre leurs attaques. Juste à ce moment-là, son vice-capitaine prend la parole et dit que, selon sa compétence d'évaluation, ces deux-là n'ont aucune bénédiction de la sainte. En entendant cela, le capitaine dit qu'il serait difficile de croire qu'ils sont responsables de l'effondrement de ces personnes et les laisse partir. Le vice-capitaine s'excuse de leur avoir causé des problèmes et leur montre un hôtel de luxe pour la nuit. En signe de gratitude pour leur pardon, à l'hôtel, Yagiri réserve 2 chambres séparées pour eux et veut entrer dans la chambre. Tamachika se demande si Yagiri s'intéresse à elle sentimentalement. Soudain, elle sent une brise fraîche et lève les yeux pour apercevoir un gros fantôme flottant dans l'air. Au début, cela choque Tamachika, mais ensuite, elle regarde de près le visage du fantôme et se demande si c'est sa sœur aînée. Mais le fantôme prend la parole et dit qu'elle s'appelle Makomoko, épouse du fils du fondateur de l'école Donra et l'ancêtre lointaine de Tamachika. Elle ajoute qu'elle est son esprit gardien et qu'elle est chargée de la restauration de la dynastie de l'école Donra. Tamachika lui demande pourquoi elle ne s'est pas montrée plus tôt, ce à quoi Makomoko répond qu'elle avait peur de Yagiri, car il aurait pu l'anéantir s'il avait été choqué et avait décidé de se débarrasser d'elle accidentellement. Elle demande ensuite à Tamachika d'expliquer son existence à Yagiri le lendemain, afin qu'elle puisse se montrer sans s'inquiéter. Puis, elle le lui dit qu'elle la protégera des menaces surnaturelles et que c'est elle qui l'a empêché de recevoir cette bénédiction de la sainte, car une fois qu'on l'accepte, on devient sa marionnette. Elle ajoute que son souhait est que Tamachika retourne dans son monde réel et qu'elle fera tout pour que cela se réalise. Elle lui transmettra les techniques secrètes et les capacités de sa famille afin qu'elle puisse aussi se battre seule. Le lendemain matin, Tamachika descend et retrouve Yagiri. Elle lui demande s'ils vont immédiatement partir à la poursuite de leurs camarades de classe. À ce moment-là, la concierge s'approche d'eux et se présente comme Célestina. Il s'avère que cet hôtel est un établissement de première classe pour les riches qui s'occupent de tout et n'importe quoi qu'ils demandent. Tant qu'ils peuvent se le permettre, Yagiri lui demande de l'aide pour localiser leurs camarades de classe et elle leur donne une carte de la capitale royale et 2 billets pour un train qui y mène. Elle dit que, selon leur réseau d'information, leurs camarades de classe se dirigent vers la capitale à travers la forêt, tout en tuant des monstres locaux pour gagner des niveaux. Yagiri lui donne également tout son or et ses objets de valeur afin qu'elle les investisse dans des comptes à haut rendement. Et elle prépare des objets, dont un chargeur pour la Switch de Yagiri et des traductions pour les aider dans leur voyage. Après cela, ils montent à bord du train et se dirigent vers la capitale. Et en chemin, Tamachika parle aussi de Makimoko à Yagiri, et ils se détendent. Tamachika finit par s'asseoir à côté de Yagiri tout en faisant fonctionner son chargeur, se demandant ce que deviennent leurs camarades de classe, quand Yagiri l'attrape soudainement et se baisse alors qu'une puissante attaque tranche le toit au-dessus de leur tête d'un seul coup. Le contrôleur du train dit à tout le monde de se calmer et de se mettre en sécurité alors qu'ils aperçoivent un extraterrestre robotique appelé Agressor qui envahit leur monde, combattant un sage nommé Santaru. Leur bataille semble venir d'un autre monde, chacun lançant des attaques capables de raser des montagnes. Tamachika demande à Yagiri s'il va les éliminer tous les deux parce qu'ils se sont mis en travers de son chemin. Mais il répond que ce n'est pas une raison pour tuer quelqu'un. Il dit qu'il doit établir une règle claire pour ne pas finir par tuer des innocents pour des broutilles, comme l'énervé, car ce serait injuste. Bientôt, le combat entre le sage et l'agresseur les emmène près de Yagiri et le sage, étant le crétin prétentieux qu'il est, tue de nombreux passagers de train derrière eux.
disant qu'ils ne sont que des dommages collatéraux de leur combat et que Yagiri et Tamachika devraient s'incliner devant son puissant cul de sage. Cela énerve suffisamment Yagiri pour éteindre l'interrupteur de vie du sage, et voir cela rend l'agresseur vraiment effrayé par lui. Il se rend complètement devant le protagoniste d'Opus et propose de l'aider de toutes les manières possibles. Yagiri lui demande comment retourner dans son monde d'origine, et le robot dit qu'il sait seulement comment retourner dans son propre monde et ne peut pas l'y emmener car il est trop dangereux. Et deuxièmement, il n'a pas amené son vrai corps ici, donc il ne peut de toute façon pas emporter d'objets de ce monde avec lui. De plus, il dit à Yagiri que s'il a assez de mana et les bonnes coordonnées, alors il peut certainement retourner dans son monde réel. Yagiri dit que ce n'est pas grave et lui dit de le guider une fois qu'il aura le mana et les coordonnées, et le robot accepte avec joie. Pour en tirer le meilleur parti, Makimoko demande également un équipement de transformation, une arme du robot pour aider Tamachika dans ses combats. D'un autre côté, on voit les chevaliers de la ville emmener l'un des hommes de main qui a perdu la vue après que Yagiri les ait tués, à une sage vampire immortelle nommée Lain. Elle essaie de guérir l'œil en le reconstruisant de toutes pièces, mais cela ne restaure toujours pas sa fonctionnalité. Elle essaie aussi de transformer le voyou en son subordonné en lui mordant le cou, mais ça ne marche toujours pas. Mais alors, quelqu'un fait irruption dans leur chambre et il s'avère que c'est un héros qui est censé combattre les monstres et les agresseurs. Le héros, Ain, dit qu'il doit mettre fin à la tyrannie des sages et utilise son attaque spéciale appelée un avion et 2 tours pour faire exploser tout l'endroit. Mais cela ne fait aucun dégât à la sage vampire car elle dit que si c'était si facile de mettre fin à sa vie, les choses seraient tellement mieux. Elle dit ensuite qu'elle est trop ennuyée pour s'occuper de lui et le jette simplement hors de sa tour sans le tuer. Après cela, elle dit au chevalier de suivre Yagiri et de trouver où il est, puis part rencontrer la sage Shin et lui parle de ce type avec une capacité de mort instantanée. Shin dit qu'elle préférerait que Lion ne s'immisce pas dans les épreuves de candidature à la fonction de sage, mais si elle s'occupe de la calamité appelée les ténèbres pour elle, elle l'autorisera. Lion accepte et dit au capitaine de son armée subalterne appelée le Corps Immortel, Masayuki, d'aller à la ville de Hanabusa car elle pourrait avoir besoin d'eux là-bas. Pendant ce temps, nous voyons Ojiri et Tamachiki se diriger vers la ville la plus proche de leur accident de train, qui se trouve être Hanabusa. Il s'avère que c'est une ville assez moderne avec de grands gratte-ciel et des constructions ressemblant au Japon moderne. En se promenant, Makimoko remarque qu'au lieu d'être protégée par des murs physiques, la ville est entourée d'une barrière protectrice qui empêche les monstres d'entrer. Ils arrivent bientôt à l'hôtel de première classe que Célestina leur a recommandé et, en entrant, rencontrent par hasard l'un de leurs camarades de classe, Yuuki, qui porte maintenant des vêtements fantastiques. Tamachika lui demande ce qu'il fait là, car les autres devraient encore être dans la forêt à travailler sur leur niveau. Mais il dit qu'il se déplace séparément d'eux, car il a une façon de monter en niveau bien supérieur et plus efficace. Il présente ensuite son harem de garde du corps composé de 5 femmes qu'il a choisies parmi sa mère de petites amies. Ojiri se demande ce qu'il manigance et Tamachika explique qu'il a toujours eu du succès auprès des filles grâce à son physique. Mais il semble y avoir quelque chose de plus en jeu. Soudain, Yuki se tourne vers elle et lui demande si elle voudrait être sa maîtresse, la laissant tellement sèche que le désert du Sahara en devient jaloux. Elle lui demande ce qui le rend si sûr de lui et il explique qu'il a été béni avec l'une des classes les plus puissantes de ce monde, appelée Dominateur, qui lui permet de transformer des adversaires faibles en ses serviteurs. Il s'avère que, lorsque Yuki et les autres camarades de classe étaient ensemble à farmer dans la forêt, tout le monde essayait de l'éviter à cause de sa classe. Mais alors Haruto l'a approché et a révélé qu'il était de la classe Consultant. Il lui parle des détails cachés de sa compétence de dominateur et lui suggère un plan qu'il a découvert après avoir regardé l'anime Shield Hero. Il lui dit d'acheter des serviteurs de faible niveau, puis de les faire se battre en son nom pour gagner de l'expérience et monter de niveau. Cette idée pyramidale de leveling a résonné avec lui et son désir d'avoir son propre harem, et cela a conduit à cette situation. Après l'avoir écouté, Tamachika le rejette et lui dit qu'elle restera avec Yagiri, et ils s'en vont tous les deux. Pendant ce temps, nous voyons la sage vampire, Lion, engagée dans une bataille avec l'agresseur appelé les Ténèbres. Yagiri décide de se reposer et finit par dormir pendant 3 jours d'affilée, tandis que Tamachika l'attend dans sa chambre pendant tout ce temps.
Pendant ce temps, Makimoko lui parle de quelqu'un qui la surveille avec une intention hostile, et elle décide de réveiller Yagiri et lui dit de venir dans sa chambre. Yagiri sort et utilise son hack de détection d'hostilité, puis tue instantanément Erika, la garde du corps la plus faible de Yuki, avec sa capacité de mort instantanée. Après cela, il entre dans la chambre de Tamachika et dit à la réception de l'hôtel qu'une femme s'est effondrée dans le couloir de son étage. Au même moment, nous voyons également le noyau immortel de Lion se déchaîner dans les rues de la ville, écrasant des civils et les transformant en zombies, les intégrant ainsi à son armée. Pendant ce temps, Yuuki remarque que le signal d'Erika a disparu et il se demande ce qui lui est arrivé et envoie 2 de ses gardes du corps pour sécuriser Tamachika, tout en nettoyant un donjon de 150 étages de profondeur en transformant les monstres vaincus en ses serviteurs. De leur côté, Yagiri et Tamachika décident de quitter l'hôtel pour éviter tout combat avec Yuki, mais ils tombent dans une embuscade tendue par le capitaine de ses gardes du corps, Risa, la mage de glace. Elle dit qu'elle est là pour capturer Tamachika et les gèle tous les deux dans une glace solide comme le roc. Mais Yagiri détruit la glace avec son pouvoir et la rend pathétiquement facile à briser. Cela choque Risa, qui tente de lancer un autre sort. Mais Yagiri détruit le sort, puis son bâton, la faisant tomber à genoux. Après l'avoir vaincue, Yagiri lui demande si elle peut utiliser la magie sans sa baguette et si elle a d'autres baguettes sur elle. Elle répond qu'elle est une maîtresse des baguettes et qu'elle ne peut utiliser la magie qu'à travers des baguettes, et qu'elle n'a qu'une petite baguette de rechange dans ses coffres au trésor. Elle leur parle également des ordres de Yuuki de capturer Tamachika, et, à ce moment-là, ils sont attaqués par une poupée qui rampe sur le mur. Mais Tamachika la neutralise en utilisant ses compétences en arts martiaux qui se manifestent grâce à l'influence de Makimoko. Il s'avère qu'il s'agit des marionnettes de Chelsea, l'autre garde du corps de Yuuki, et Yagiri en élimine la plupart grâce à son pouvoir. Soudain, Risa essaie de les surprendre en utilisant une petite baguette déguisée en épingle à cheveux, mais Yagiri la met également hors d'état de nuire grâce à son pouvoir. Après ça, ils sortent net pour faire cesser le combat à Chelsea, et elle donne toutes les informations qu'elle a sur Yuuki et son plan. Voyant Risa et Chelsea se faire vaincre, Yuki décide de les attirer en utilisant une nuée de cafards qu'il contrôle grâce à sa capacité de classe dominatrice et les fait attaquer le couple. Mais Yagiri utilise son piratage d'observation Wi-Fi pour le localiser et le met hors d'état de nuire dans le donjon. D'un autre côté, nous voyons les gardes du corps restants de Yuuki, Euphemia et Stéphanie, se demander ce qu'elles devraient faire maintenant qu'elles sont libérées de son contrat. Stéphanie décide de rester à ses côtés et de pleurer un moment, tandis qu'Euphemia sort du donjon et se demande pourquoi l'entrée laisse passer autant de lumière. Après être sortie, elle se retrouve dans un désert, puis se retourne pour voir les ténèbres engloutir la ville, ne laissant que du sable sur son passage. Elle trouve également Lion volant dans le ciel, qui dit que ses attaques ne fonctionnent pas sur les ténèbres informes et qu'elle ne peut plus rien faire pour les arrêter. Elle descend et lui lance un sort de charme, la transformant en sa servante et la forçant à lui dire tout ce qu'elle sait. Pendant ce temps, Yagiri et Tamachika sortent de l'hôtel et se demandent ce qui se passe dehors, car tout le monde autour d'eux s'est transformé en zombie et quelqu'un crie au haut-parleur que la zombie party est sur le point de commencer. Ils décident tous les deux de fuir la ville pendant que Lion dit à Euphemia qu'elle veut savoir si Yagiri peut la tuer avec son pouvoir ou non. Au même moment, on voit le capitaine du corps immortel parler au maire de la ville, Ryuta, qui s'avère être aussi un serviteur de Lion. Masayuki demande à Ryuta de lui remettre la clé de la ville, car c'est un ordre du sage Lion. Puis, il utilise les haut-parleurs publics pour dire aux habitants de la ville qu'il recherche ces 2 personnes, en montrant les photos de Yagiri et Tamachika sur tous les écrans de la ville. Il leur dit que s'ils veulent vivre et ne pas se transformer en zombies, ils devraient se bouger le cul car il a également scellé la ville avec la barrière en utilisant la clé. Cela met Ryuta très en colère car il s'est donné beaucoup de mal pour faire prospérer cette ville. Mais il ne peut rien faire contre les ordres de Lion. Maintenant, avec tout le monde qui en veut aux formes généreuses de Tamachika, Yagiri décide de se rendre sur la place de la ville pour conclure un accord avec Masayuki lui-même. Une fois là-bas, il lui dit de baisser la barrière car ils veulent monter à bord d'un train et se rendre dans la capitale royale. Mais Masayuki leur demande s'ils savent même dans quelle situation ils se trouvent tout en levant son armée de soldats morts-vivants.
Il dit que ceux qui sont déjà morts ne peuvent pas être tués, mais Yagiri les fait simplement mourir par sa volonté en utilisant sa capacité d'opus. Ça choque Masayuki, qui demande comment c'est possible, et Yagiri explique avec un aplomb incroyable que c'est lui qui décide si quelque chose est mort ou pas. En entendant ça, Masayuki se met en colère et dit qu'une capacité aussi ridicule ne peut pas exister dans ce monde, alors qu'il commence à se transformer en vampire loup-garou. Mais Yagiri l'arrête net pendant son monologue et sa transformation, en disant qu'il n'a pas besoin d'attendre que le loser le plus ringard de l'anime finisse sa transformation minable. Après ça, il se tourne vers Ryuta et lui demande s'il peut remettre la barrière en état et pourquoi tout le monde leur en veut. Il explique qu'ils étaient sur les terres contrôlées par Sage Lion, et il ne sait pas pourquoi elle interfère avec le test de candidature de Sage Shin. À ce moment-là, il remarque les habitants de la ville qui marchent vers eux comme s'ils étaient possédés par quelque chose. Makimoko dit qu'on dirait qu'ils sont contrôlés par une sorte de lien spirituel, et Ryuta dit que si c'est le cas, il devrait pouvoir les protéger en utilisant la barrière de la ville. Mais à son horreur, la barrière ne fonctionne pas et on dirait que Lion interfère elle-même. Avec ça, les civils commencent à attaquer Yagiri et tombent autour de lui comme des papillons de nuit morts, car son pouvoir les envoie automatiquement dans le monde souterrain. Yagiri remarque à quel point les voir mourir est dur pour le maire et lui dit de se rapprocher de lui. À moins qu'il ne veuille se faire blesser par eux, il dit qu'il a l'impression que quelqu'un essaie de tester l'étendue de ses capacités et que quelque chose de similaire lui est déjà arrivé. Au même moment, on voit Lion observer la ville de loin avec son nouveau serviteur, tandis que les ténèbres se rapprochent de Yagiri. Elle crée une copie d'elle-même sans les souvenirs de Yagiri et lui dit de monter dans le ciel, de se multiplier, puis d'attaquer la ville si elle voit quelque chose d'inhabituel, comme les ténèbres qui attaquent ou qui disparaissent soudainement. Elle dit que, comme ces copies n'ont aucun souvenir de Yagiri, leurs attaques ne devraient générer aucune hostilité envers lui, et que, même s'il les trouve en utilisant son hack d'observation comme il a trouvé Yuki, il ne devrait pas être capable de blesser son vrai corps car il est différent des clones. D'un autre côté, on voit Yagiri et les autres remarquer que les ténèbres se rapprochent d'eux et transforment tout ce qu'elles touchent en sable. Tout le monde se demande comment y faire face, mais Yagiri dit qu'il va simplement les faire mourir en utilisant son pouvoir et faire disparaître les ténèbres dans les airs. Mais soudain, des attaques rouges ressemblant à des météorites commencent à pleuvoir du ciel et à détruire la ville. Tamachika utilise sa vue perçante et dit qu'elle ressemble à une dame aux cheveux roux portant une robe rouge, et Ryuta confirme qu'il s'agit de Sage Lion et se demande pourquoi elle fait ça et perd tout respect pour elle. Il se demande comment gérer cette attaque maintenant, alors que Yagiri dit qu'ils sont trop rapides pour qu'il puisse les voir et utiliser son pouvoir, et qu'ils n'ont aucune hostilité qu'ils puissent tracer. Il faudrait juste qu'ils la forcent à le viser directement. Il pourrait alors riposter avec son pouvoir. Ryuta suggère qu'il se dirige vers le parc, qui sera probablement la prochaine cible selon les données qu'il a analysées grâce à sa compétence de vue d'ensemble qu'il a acquise en tant que maire. Il les téléporte ensuite au parc en utilisant son autorité de maire de la ville et disparaît quelques instants avant que la copie de Lion ne les attaque. Tamachike parvient à la repérer juste à temps pour que Yagiri la localise et la neutralise grâce à son pouvoir. Tamachika les défend également contre l'explosion en utilisant les pouvoirs de Makimoko et le matériau de transformation qu'ils ont obtenu du robot géant agresseur. D'un autre côté, on voit Lion parler à Euphemia, qui révèle que toutes ses marionnettes ont été vaincues grâce au pouvoir de Yagiri. Elle dit qu'elle a juste besoin de créer des marionnettes avec des souvenirs différents pour qu'ils ne puissent pas toutes les cibler en même temps. Mais à sa grande surprise, son vrai corps est tué chez elle, ce qui conduit à sa disparition totale. Mais avant de tomber, elle se sent soulagée, car ce sera sa façon d'obtenir une nouvelle vie en utilisant l'un de ses corps expérimentaux qu'elle a créé biologiquement, sans aucun souvenir d'elle. À ce moment-là, on voit une jeune fille aux cheveux roses se réveiller dans un cercueil, quelque part dans un manoir, et ramasser une pierre de projection contenant le dernier message de Lion. Le message lui révèle qui elle est et comment Lion souhaite qu'elle vive sa vie, et explique qu'elle n'a aucun souvenir pour éviter d'être affectée par le pouvoir de Yagiri. De retour en ville, on voit Yagiri et Tamachika revenir vers Ryuta et lui révéler qu'ils ont vaincu le sage, et lui demander si cela le dérange.
Ryuta répond qu'il n'a aucun respect pour quelqu'un qui a blessé ses précieux civils et leur donne une voiture de qualité militaire pour se rendre à la capitale royale. Dans la voiture, Tamachika demande à Yagiri si ce ne devrait pas être lui qui conduit. Mais il répond qu'il finit toujours par crasher la voiture en jouant à des jeux de course, ce qui pousse Tamachika à prendre le volant elle-même. Makimoko dit qu'elle devrait être capable de conduire et d'utiliser toutes sortes de véhicules et d'armes grâce à son talent inné d'héritière de l'école d'Anra. Ce qui n'a aucun sens pour elle, mais elle s'y conforme simplement. Pendant que tout cela se passe, on aperçoit brièvement ce que font les autres candidats sages dans la forêt. La candidate de la classe Samouraï, Ryoko, termine sa chasse aux monstres pour la journée et retourne à son campement où elle trouve l'étudiante américaine de la classe ninja, Carole. Tenant son téléphone dans ses mains, elle lui demande ce qu'elle faisait dans son camp avec son téléphone et elle explique qu'elle l'a trouvé perdu dans les bois et qu'elle était là pour le rendre. Elle révèle également qu'elle s'est permis de parcourir ses applications pour voir ce qu'elles utilisaient pour suivre Yagiri. Il s'avère qu'elles sont toutes les deux des espionnes gouvernementales du Japon et d'Amérique respectivement, qui ont rejoint la classe de Yagiri pour le surveiller. Les Américains utilisent un satellite pour le surveiller dans le monde réel, mais il est inutile dans ce monde-ci. C'est pourquoi Carole regardait ce que les Japonais utilisent, car ce sont eux qui ont la garde physique de lui. Ryoko ouvre son application et, à son horreur, une alerte apparaît indiquant que la première porte d'Alpha Omega s'ouvre. De l'autre côté de la carte, on voit Tamachika conduire comme une folle alors qu'elle effectue des virages qui lui sauvent la vie sur le chemin de montagne fou pour atteindre la capitale. Elle finit par tomber sur un rocher géant sur leur chemin et décide de s'arrêter en regardant Yagiri, qui est d'une manière ou d'une autre profondément endormi, malgré tous ses cris et cette course folle. À ce moment-là, on voit ce dont Yagiri rêve, car on plonge dans un flashback de son enfance, quand cet employé de bureau l'a rencontré pour la première fois et lui a donné son nom, Yagiri, et lui a appris à serrer la main des autres. Cette dame s'appelle Asaka Takatu et on la voit signer un formulaire d'accord tout en donnant une interview pour un emploi spécial. L'accord stipule qu'elle ne se plaindra pas même si elle meurt au cours de son mandat. Au début, elle décide de s'en aller au lieu de vendre son âme au diable. Mais l'intervieweur, Yukio, parvient à la convaincre en lui disant qu'elle obtiendrait des prestations de retraite si elle acceptait après avoir signé l'accord. Elle demande s'ils sont une sorte d'organisation maléfique super secrète ou quelque chose du genre. Mais les scientifiques disent qu'ils sont une association respectable qui mène des expériences humaines spéciales pour l'amélioration de leur société. Il lui dit ensuite que son travail consiste à garder un monstre. Elle lui demande à quoi il ressemble. Mais Yukio dit qu'il ne l'a jamais vu lui-même et que tout ce qu'il sait, c'est qu'il peut tuer n'importe qui juste en pensant. Son nom de code est Alpha Omega et il pense qu'en lui offrant une éducation moderne et un minimum d'humanité, il pourrait l'empêcher d'exterminer toute forme de vie sur cette planète. Il lui dit qu'elle a son diplôme d'enseignante et que c'est donc la personne idéale pour ça. Il l'emmène ensuite dans une chambre souterraine et lui dit qu'il ne peut pas aller au-delà de cette ligne et que tout ce qu'elle pourrait vouloir savoir sur ce travail est écrit dans ce manuel avant de s'éclipser, après avoir récupéré tout ce dont elle a besoin. Elle entre dans la chambre et ouvre l'énorme porte blindée avec sa carte magnétique et découvre qu'elle se trouve dans une sorte d'installation créée artificiellement avec un ciel d'apparence naturelle et un décor en arrière-plan. Elle regarde le manuel pour trouver la maison où ce monstre est censé vivre et après être entrée, elle ne trouve qu'un jeune enfant assis dans le salon. Cela la met vraiment en colère et elle dit que c'est ridicule d'enfermer un enfant dans un endroit comme celui-ci. Elle le sort et lui dit d'aller jouer avec les têtards ou quelque chose comme ça. Mais l'enfant remarque un démon de l'ombre derrière elle et le tue en utilisant ses pouvoirs. Il lui dit que ces choses viennent parfois l'attaquer, mais qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. De plus, il va bientôt faire nuit, alors si ça ne la dérange pas, il préférerait jouer demain plutôt que maintenant. En entendant tout cela, Asaka se calme, lui serre la main et se présente. Elle lui demande son nom et il répond qu'ici, on l'appelle Alpha Omega et qu'avant, on l'appelait Lord Akakashi. À ce moment-là, ils entendent tous les deux leur ventre gargouiller et décident d'entrer pour manger quelque chose. Asaka réalise qu'elle devra aussi faire la cuisine, mais elle est aussi douée en cuisine qu'un sandwich idiot. Elle finit par faire des ramen instantanés pendant que le garçon prend un bain. Pendant leur repas,
Elle lui demande le nom que sa mère utilisait pour l'appeler. Mais il ne le connaît pas. Alors elle finit par lui en donner un elle-même et lui donne le nom de Yagiri Takatu, ce qui le rend très heureux. Elle lui apprend ensuite à se présenter en serrant la main et en disant « Ravi de vous rencontrer ». À ce moment-là, on voit Yagiri se faire réveiller par Tamachika qui lui dit qu'ils sont tombés sur un cul-de-sac. Ils décident tous les deux de prendre un autre chemin et de faire marche arrière. Mais la voiture heurte un petit dragon sur le chemin du retour. Ils sortent tous les deux de la voiture et Yagiri s'occupe du monstre avant qu'une flotte de dragons ne sorte de nulle part et commence à voler vers eux. Yagiri les abat tous également, et après cela, ils rencontrent un dragon d'or de la foudre qui dit qu'ils ont réussi et commence à s'envoler. Mais Yagiri l'arrête et lui dit de revenir et de leur dire ce qu'il voulait dire par là, sinon il fera aussi de la lutte antiparasitaire sur lui. Le dragon revient et se transforme en un petit enfant et explique qu'elle les testait pour voir s'ils étaient dignes de chercher le maître d'épée. Il lui demande qui était ce maître d'épée, ce qui la surprend, car elle pense qu'ils étaient là pour passer le test du maître d'épée. Ils lui disent qu'ils étaient juste en route pour la capitale royale et qu'ils se sont perdus, ce à quoi elle se présente comme Attila et propose de les aider s'ils acceptent d'aller voir le maître d'épée avec elle. Après avoir accepté, elle les emmène dans une forêt mystique où le maître d'épée rassemble tous les candidats. Là, ils rencontrent le vieil homme nommé Urab qui annonce que si dans 10 minutes, il n'en reste pas la moitié, ils échoueront tous, ce qui marque le début d'une bataille royale massive. Le premier à être découpé en tranches est ce malchanceux perdant, suivi par un tas d'autres, dont un groupe louche de magiciens que Yagiri envoie en enfer grâce à son pouvoir. Ils sont également défendus par un chevalier vertueux nommé Rick et parviennent à sauver le bêta-loser coupé en deux nommé Lionel grâce à une pierre spéciale appelée la pierre d'excuse qui lui donne des pouvoirs et des buffs aléatoires. Après cela, ils se dirigent tous vers la prochaine destination du test et Lionel explique également qu'il a obtenu ces pierres d'une déesse pour compenser la malchance dont il souffre. Il dit qu'il reçoit de nouvelles pierres chaque nuit et que ces pierres peuvent être utilisées pour invoquer des objets et des effets aléatoires grâce à un système de geisha. Alors qu'ils approchent de leur prochaine destination, le miasme dans la zone commence à devenir mortellement épais et cela fait même vomir Lionel par terre. Mais alors, Makamoko remarque que le miasme a soudainement disparu et elle se demande ce qui l'a causé alors que nous voyons Yagiri agir bizarrement. Après cela, ils montent à la tour où Urib leur montre un sort de scellement géant avec le roi sombre scellé à l'intérieur aux côtés de l'ancien maître d'épée qui a enfoncé son épée à travers les deux tout en les scellant dans ce sceau où le temps s'écoule extrêmement lentement. Urbain explique qu'il est de leur devoir, en tant que maître S-Rod, de vaincre le roi sombre une fois libéré. Mais une magicienne se révèle et lance une énorme boule de feu sur le roi sombre, disant qu'elle le vaincra une fois pour toutes. Mais le sort stagne dans le saut temporel et elle réalise à quel point elle est stupide. Rick dit à Yagiri que la magicienne s'appelle Frederica et que c'est son ami qui lui a dit de passer le test de maître d'épée. Après cela, les examinateurs disent à tout le monde qu'ils doivent atteindre le dernier étage de la tour tout en battant des monstres et en accomplissant différentes tâches pour gagner des points. Ils doivent gagner 100 points dans les prochaines 24 heures et atteindre le bas de la tour pour réussir le test. Pendant ce temps, Tamachika regarde le roi sombre et demande à Yagiri s'il peut le tuer aussi ou non. Et Yagiri lui dit quelque chose qui la choque vraiment. Après l'avoir écouté, ils décident tous les deux de se précipiter en bas de la tour et de rejoindre Rick et Lionel pour descendre. Grâce à tous ceux qui les précèdent, ils peuvent y traverser sans se soucier de beaucoup de monstres et de pièges. Mais Lionel parvient quand même à se faire tuer par un piège à flèches. Ces pierres d'excuse l'aident à traverser tout cela comme d'habitude, et il rencontre même l'un des chevaliers du roi divin nommé Teresa, qui est censée être la subordonnée d'Urab. Mais elle est devenue hors la loi après avoir tué trop de gens pendant le test et est maintenant dans une frénésie meurtrière. Rick se débat un peu contre elle et on dirait qu'on va assister à une bataille épique. Mais Yagiri met fin à tout ça en utilisant son pouvoir et dit à tout le monde de se dépêcher. Après ça, ils atteignent le 98e étage, qui s'avère être une zone de sécurité avec beaucoup de pièces pour que les participants puissent se reposer. Ils décident tous de se séparer à partir de là. Rick décide d'avancer. Lionel décide de se reposer jusqu'à minuit pour obtenir de nouvelles pierres, tandis que Tomochika et Yagiri décident de faire une bonne sieste.
À minuit, Lionel obtient un événement spécial anniversaire tiré de son système de gacha et parvient à invoquer la déesse qui l'a appelé dans ce monde et lui a donné les pierres d'excuse. Elle dit qu'elle est là juste pour prendre de ses nouvelles, puis elle s'en va, tandis que Yagiri et Tomochika s'endorment simplement dans le même lit. Le lendemain matin, quand il se réveille, il voit Mante Makimoko à moitié coincée dans le mur et elle dit que quelque chose aspire toutes les âmes de la tour vers le sommet. Yagiri l'aide en tuant le mécanisme d'aspiration, puis dit à Tomochika de se préparer, car à partir de ce moment, il tuera tout le monde sans distinction, car ils sont dans un endroit dangereux. Elle dit que ça va et qu'elle s'est déjà préparée mentalement et qu'elle n'est pas assez hypocrite pour lui en vouloir alors qu'il le fait pour la sauver. En entendant cela, Yagiri est intérieurement très heureux. Il devient timide et rouge et dit qu'il a faim. Il commande un room service pour leur repas. D'un autre côté, nous voyons une sage nommée Ai se battre contre un autre sage invoqué nommé Rikuto, qui a abandonné ses fonctions de sage après être venu dans ce monde et a établi une communauté de Biskin dans la forêt et a décidé d'y vivre paisiblement. Le travail d'Ai est d'assassiner les sages et les candidats sages qui ont abandonné leurs fonctions et qui possèdent le pouvoir appelé Just World, qui lui permet de manipuler les pouvoirs qui lui ont été donnés, ainsi qu'à d'autres. Par Dieu au plus haut degré. Elle tue Rikuto et sa dague lui dit que ses prochaines cibles sont les candidats sages Yagiri et Tamachika et lui dit de se diriger vers eux. En chemin, elle finit par être poursuivie par un gros lard qui s'avère être nul autre que Daemon, qui erre dans la forêt depuis l'épisode 1 en suivant les ordres de Yagiri. Il semble s'être débarrassé de son collier de serviteur d'une manière ou d'une autre et révèle qu'il a été recueilli par Rikuto. Mais maintenant qu'il est mort, il veut suivre Ai et la supplie de le laisser devenir son esclave. Sur ce, ils se dirigent tous les deux vers la maison de Yagiri et tombent sur le dragon doré de tout à l'heure. Daemon craint qu'Ai ne puisse pas battre le dragon, car sa capacité lui permet seulement de gérer les compétences de triche des autres. Les terriens entendent qu'elle prétend pouvoir interférer avec n'importe quel phénomène naturel et le modeler à sa guise. Mais cela ne fonctionne pas si sa cible a une statistique de chance suffisamment élevée. Elle rend ensuite le dragon incapable de voler parce qu'il est trop gros et, avant qu'elle ne puisse faire grand-chose d'autre, un agresseur du nom de Hérisson apparaît et tue le dragon avec ses lames acérées. Après cela, il disparaît au loin tout en indiquant le chemin de la tour du maître d'épée à Ai. Pendant ce temps, Yagiri et Tamachika traversent près de la moitié de la tour jusqu'à ce qu'ils rencontrent un type aux cheveux argentés qui les accuse de tricherie. Le type se présente comme Iglesium, le créateur de la tour, et dit à Yagiri qu'il est triste parce qu'il a contourné tous ses pièges en les tuant grâce à sa capacité. Il dit qu'il est trop dangereux pour être laissé seul. Il commence à préparer un grand sort tout en disant qu'il va leur donner un choix. Mais Yagiri l'envoie dans l'autre monde en disant qu'il est pressé. Après cela, ils se rendent dans la zone suivante où ils trouvent un autre dominateur utilisant son harem de filles pour combattre un autre candidat à l'examen qui s'avère être un demi-démon comme Euphemia. Yagiri demande la permission de passer, car il n'est pas intéressé par le combat, mais le dominateur dit qu'il les laissera passer s'ils battent ses gardes du corps dans une bataille à 3 contre 3. Yagiri accepte et les élimine tous avec son pouvoir, puis commence à avancer. Mais cela met le dominateur très en colère et il essaie de se lever pour lancer un sort. Mais Yagiri le remet à terre aussi vite en le traitant de menteur. Voyant tout cela, la demi-démon dit qu'elle a une requête à lui faire et il décide au moins de l'écouter. La jeune fille se présente comme Théodisia et explique qu'elle recherche sa jeune sœur. Elle dit qu'elle est venue ici parce qu'elle a entendu dire que certains de son peuple étaient piégés ici et que l'aider pourrait être perçu comme un acte contre le maître d'armes. Yagiri dit qu'il a déjà mis le bazar dans sa tour, donc il ne l'appréciera pas vraiment de toute façon. Donc il n'a aucun problème à l'aider. Il lui demande ensuite si elle a des indices sur l'endroit où son peuple pourrait se trouver, et elle répond qu'elle peut sentir leur présence et qu'il semble qu'ils soient nés quelque part sous terre. Juste à ce moment-là, Rick, Frederica et Lionel entrent également dans l'arène, et il s'avère que Rick et Frederica aidaient Lionel à gagner des points, parce que c'est une mauviette. Après ça, ils arrivent tous au rez-de-chaussée où Urabe annonce qu'ils ont tous réussi le test et qu'ils sont désormais les chevaliers du roi divin. À ce moment-là, les agents de maintenance de la tour entrent et leur disent que la première barrière autour du roi sombre a été défaite et que, pour une raison inconnue, la tour ne fonctionne plus.
Cela choque Urab, qui se demande ce qui s'est passé. Mais soudain, quelqu'un détruit toute la tour au-dessus d'eux avec une explosion et se révèle être un démon de haut rang, accompagné d'un autre de son espèce. Leur but semble être la résurrection du roi sombre et ils se préparent à combattre Urab et ses chevaliers. Le démon semble avoir le pouvoir de désactiver les humains autour de lui, tandis que l'autre semble trop compétent en magie puisqu'il bloque la magie de feu de Frederica à main nue, puis transforme son bâton ainsi que son bras en biscuit et lui en fait goûter en disant qu'elle est plutôt douce. Frederica se demande si elle va maintenant devenir un empereur roux de la mer, mais se souvient vite qu'elle n'est qu'un personnage secondaire pour cet arc mineur. Voyant tout cela, Lionel décide d'utiliser le tirage gacha en édition limitée restant et utilise toutes ses pierres d'excuses pour invoquer une sorte de miracle qui les aiderait à faire face aux démons. Mais il finit par invoquer la déesse de tout à l'heure, à son grand effroi. Il lui demande si elle va disparaître à nouveau. Mais elle répond que cette fois, elle va exaucer son souhait de s'occuper de tout, puis s'approche des démons, à la surprise générale. Ils s'inclinent tous les deux devant elle et révèlent qu'elle est en réalité la femme du roi sombre. Elle a invoqué et manipulé des héros pour libérer son mari du sceau, mais a toujours échoué à cause du maître d'armes. Mais grâce à cet imbécile malchanceux nommé Lionel, elle a réussi à se débarrasser des barrières cette fois-ci. Lionel lui demande si elle mentait en disant qu'elle s'occuperait de tout et qu'elle exaucerait son vœu, et elle répond qu'elle n'a pas menti et qu'elle va s'occuper d'eux tous en détruisant toute l'humanité, ne laissant ainsi plus rien à craindre. Pendant ce temps, Yaogiri, Tomochika et Théodicea décident d'aller sous terre pour retrouver son peuple et, grâce au pouvoir de Yaogiri, ils parviennent à détruire la barrière spatio-temporelle qui cache l'étage inférieur. Tomochika remarque également un robot à grande vitesse qui passe devant eux avec des lames, mais ils décident de l'ignorer et de se concentrer sur la pièce souterraine devant eux. Une fois à l'intérieur, ils découvrent que la pièce est remplie de chambres à fluide, où le peuple de Théodisia est utilisé comme cobaye pour d'horribles expériences et pour utiliser sa magie afin de soutenir la barrière autour du roi sombre. Théodisia décide de mettre fin à leur souffrance de ses propres mains, puis se résout à se venger du maître d'armes. Sur ce, ils remontent tous voir ce qui se passe. De son côté, on voit Lionel essayer de gagner du temps face à la déesse pour donner au maître d'armes l'occasion de la tuer. Ce faisant, il amène la déesse à révéler qu'elle attendait que toutes sortes d'obstacles se dégagent de son chemin, y compris le créateur de la tour, Iglesia, car il aurait pu restaurer la barrière instantanément. De plus, elle s'inquiétait également du tueur de déesses qui était mort subitement pendant le test, et maintenant, elle est capable de briser la barrière pour libérer son mari. Sur ce, elle détruit le noyau de la barrière et libère le roi divin et le roi sombre de leur sceau temporel. Mais à la surprise générale, le roi sombre tombe simplement dans la rivière, raide mort, et se noie. Ils se demandent tous comment cela a pu arriver, alors que nous découvrons que c'est l'œuvre de Yaogiri et qu'il a accidentellement tué le roi sombre en réponse aux miasmes de haute densité dans la région qui étaient sur le point de lui nuire. Juste à ce moment-là, Théodisia profite de toute cette confusion et tranche le maître d'armes en deux, prenant ainsi sa revanche. Rick et les autres sont vraiment surpris et se demandent si elle est une ennemie. Au même moment, l'agresseur robotique à grande vitesse, Hedgehog, apparaît également dans la zone de combat, assassine la déesse et s'éloigne à toute vitesse. Les deux démons qui ont tout déclenché la soignent pour qu'elle retrouve toute sa santé et rallient leurs forces pour attaquer les humains afin de venger la mort de leur roi. Mais Yaogiri les abat tous d'un seul coup grâce à son pouvoir et leur dit qu'il ne veut pas d'histoire. Tout cela rend la déesse folle et elle commence à lancer des pouvoirs aléatoires dans toutes les directions. Tomochika demande à Yaogiri s'il va faire quelque chose à son sujet, mais il répond que la déesse ne lui a rien fait et qu'il n'a donc aucune raison de la combattre. D'un autre côté, on voit Ai traîner le cul de Daemon vers la tour tout en esquivant toutes les attaques aléatoires grâce à son pouvoir absurde. Une fois arrivée là-bas, elle utilise sa compétence d'évaluation pour dire à Rick qu'il peut abattre la déesse avec son épée sacrée. Ce qu'il fait, puis se tourne vers Yaogiri et Tomochika pour voir de quoi il retourne. Avant de les combattre, elle utilise son œil sur Yaogiri pour vérifier ses statistiques, mais cela lui montre la fin de tout en lui, ce qui la fait transpirer à grosses gouttes, et elle décide de se tirer de là avant de remettre Daemon à Yaogiri. Yaogiri se demande ce qu'elle voulait, puis se tourne vers Daemon et lui demande comment il a réussi à se débarrasser de son collier.
Il dit qu'il n'a jamais affirmé que son effet était permanent et s'excuse de les avoir trompés. Après cela, Rick leur parle de Theodosia et de ce qu'elle a fait, et Yogiri lui dit de voir ce qu'ils ont trouvé au sous-sol et si Rick décide toujours de les combattre. Alors il aidera Theodosia. Rick lui demande ce qu'il peut faire avec son petit bâton. Mais le roi divin l'arrête et lui dit que c'est en fait Yogiri qui a terrassé le roi sombre et tous les démons autour d'eux, ce qui surprend vraiment Rick qui s'excuse pour son comportement grossier. Après cela, ils décident tous de se séparer. Rick, Frederica, Lionel et le roi divin se rendent à la capitale royale, tandis que Yogiri et Tomachika décident d'y aller de leur côté également. Theodosia révèle le nom de sa jeune sœur, qui s'avère être Euphemia, et Yogiri et Tomachika lui disent qu'ils ont entendu ce nom en traversant l'une des villes sur leur chemin et lui parlent des itinéraires qu'ils ont empruntés. Avant de partir, Rick leur donne également quelques pendentifs avec l'emblème des chevaliers royaux et dit qu'ils devraient les montrer aux gardes de la capitale s'ils ont besoin de son aide. Sur ce, Yogiri et Tomachika commenceront leur voyage vers la capitale, laissant Damon se débrouiller seul. Mais malheureusement pour lui, il se fait aborder par un des démons qui ont attaqué la tour et celui-ci lui dit de le suivre. Pendant ce temps, on voit Shin siroter un thé sucré pendant que son chevalier lui fait un rapport sur Ai et Yogiri. Elle dit qu'elle ne devrait pas interférer avec les candidats sages et décide de convoquer quelqu'un du monde de Yogiri pour lui poser des questions à son sujet. L'homme convoqué s'avère être un des scientifiques japonais qui le surveillait et quand il découvre que c'est elle qui a fait disparaître Alpha Oméga de leur monde, il la qualifie de sauveuse et la remercie. Mais ensuite, il remarque un avertissement sur son appareil qui dit qu'en tant qu'employé de niveau de la mer, il n'est pas autorisé à être aussi près d'Alpha Oméga et il s'autodétruit en un tas de sauce à pizza juste devant la sage, de l'autre côté de la carte, là où le bus a été attaqué par le dragon. On voit Ayaka reprendre soudainement conscience alors qu'elle est ramenée à la vie par une forme d'IA consciente. L'IA lui dit qu'elle a besoin d'acquérir une énorme quantité de nutriments pour initier sa guérison. Sinon, elle finira par mourir dans 30 minutes. Ayaka décide de grignoter un délicieux cul de dragon pourri et parlons-en davantage dans les commentaires. Pendant ce temps, Yagiri et Tamachika arrivent à la capitale royale et sont arrêtés par les chevaliers royaux qui leur ordonnent de sortir de leur voiture et de leur montrer leurs papiers. Ils expliquent qu'ils ont obtenu la voiture du maire de la ville d'Hanabusa et qu'ils sont des candidats sages venus pour une épreuve. Le garde les examine à l'aide d'un outil d'évaluation. Mais Yagiri leur montre le pendentif que Rick leur a donné, ce qui les fait tous s'agenouiller. Ils expliquent que c'est la marque de la famille royale et leur donnent le laissez-passer pour entrer dans la ville. Juste à ce moment-là, le plus jeune prince, David, arrive sur les lieux et exige qu'ils lui montrent leurs épées en tant que chevalier du roi divin. Et Tamachika finit par accepter son défi en duel lorsqu'ils ne parviennent pas à lui montrer d'épée. Dans le duel, elle met en valeur les arts martiaux de sa famille et finit par libérer les futures générations de David de la douleur d'être né. Un coup dans ses précieux bijoux transforme David en gentleman. Et il propose de leur faire visiter la ville et explique comment les murs de la ville ont été créés il y a des milliers d'années par le grand sage, Iglesia. Le même qui a créé cette tour. Il leur dit également que la capitale royale est construite sur une barrière souterraine qui scelle un seigneur des ténèbres, tout comme la tour du maître d'armes. Ce qui surprend Yagiri et Tamachika car ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait plus d'un seigneur des ténèbres. Après ça, Yagiri demande à Tamachika s'ils pardonneront à leurs camarades de classe ou s'ils devraient se venger d'eux. Et Tamachika décide d'abord de les rencontrer et de voir quelle attitude ils adopteront envers eux. Sur ce, ils rejoignent leurs camarades de classe au palais royal alors qu'ils rencontrent tous le roi. Les trois pervers de la classe, désormais connus sous le nom des trois seigneurs bêta-pervers, décident d'exercer leur domination en révélant que l'un d'eux a la capacité d'arrêter le temps alors qu'il s'approche du roi et se comporte grossièrement envers lui. Mais le roi lui coupe les doigts et révèle que leurs pouvoirs s'affaiblissent considérablement s'ils essaient de combattre quiconque est lié à la famille royale et qu'ils ont reçu la protection des sages. Après cela, il se rassied sur son trône et dit que pour devenir des sages, ils doivent accomplir une grande réalisation en 1 mois. Sinon, ils échoueront tous. Après cela, le roi s'éloigne et Tamachika et Yagiri font officiellement connaître leur présence.
Ils en parlent tous et finalement Yagiri et Tamachika acceptent de les rejoindre sans violence. Ils inventent une couverture selon laquelle Yagiri a acquis la compétence de tuer les insectes instantanément et Tamachika a acquis la compétence de créer une armure spéciale qui ne fonctionne que sur elle-même et grâce à ses compétences. Ils parviennent à échapper au dragon. Le chef de classe dit qu'il croit toujours qu'ils ont bien fait de les laisser derrière eux comme appât, car la survie de beaucoup était sa priorité. Une fois tout cela réglé, ils commencent tous à chercher des moyens de réussir l'examen de sage et finissent par obtenir l'aide de la famille royale qui leur suggère de descendre dans le donjon souterrain et de vaincre le Seigneur des Ténèbres comme accomplissement. Avec cela, ils forment tous des groupes et descendent sous terre, menés par David, et Riku arrive finalement à la capitale royale avec le roi divin également. Pendant que Tamachika se démène comme une folle dans le donjon souterrain, Yagiri rejoint le groupe des losers de leur classe, comprenant 2 autres gars, l'un avec la capacité de cuisiner et l'autre avec la capacité de tout lire. Bientôt, un autre gars nommé Seiichi les rejoint, qui a la capacité appelée Dieu de la mort, qui est assez similaire à la capacité de Yagiri de tuer instantanément leur cible. Mais c'est une version inférieure du pouvoir de Yagiri. Le gars s'assoit devant Yagiri et révèle qu'il est avec la secte, qui est une autre organisation qui le salue comme le dieu de la mort et est aussi celle qui le désigne comme seigneur Akakashi. Ils disent qu'il le surveillait en utilisant son œil mécanique, mais qu'il a cessé de fonctionner depuis qu'ils sont venus dans ce monde, puis s'en va en disant qu'il sera heureux de le servir s'il a besoin de son aide. Après cela, les 2 autres espions prennent également contact avec Yagiri et Tamachika et s'excusent auprès de lui de l'avoir trompé tout ce temps. Yagiri dit que cela ne le dérange pas tant qu'il ne lui cause pas de problème et les laisse se concentrer sur leur survie dans ce nouveau monde et dit qu'il veut rencontrer la sage Shin car elle pourrait connaître un moyen de retourner dans leur monde. Pendant ce temps, on apprend que Euphemia a rencontré le nouveau corps de Lion et décide de la servir. Le nouveau corps se nomme Risley et emmène Euphemia avec elle dans un voyage pour trouver un certain Yagiri. Par ailleurs, Shin va voir Ai dans le monde des sages et découvre qu'elle souffre de stress post-traumatique après avoir vu Yagiri. Elle s'inquiète et dit qu'elle a besoin de plus d'informations sur ce qu'il est réellement et décide d'aller rencontrer ses camarades de classe. Au même moment, les démons apparaissent. Luth fait équipe avec Daemon car il connaît Yagiri et l'emmène à la capitale royale pour déceler la sœur cadette, beaucoup plus forte, du défunt roi sombre, qui réside sous la capitale royale. Une fois à l'intérieur de la ville, ils vont dans une taverne et essaient d'obtenir des informations sur les moyens d'entrer dans le donjon souterrain. Mais ils y voient alors les 3 idiots pervers et Daemon dit qu'il doit éviter d'être découvert par eux, sinon cela lui causera des problèmes. Juste à ce moment-là, Ayaka entre soudainement dans la taverne et commence à frapper l'un des idiots jusqu'à ce qu'il soit transformé en sauce tomate. Elle dit aux 2 autres de retourner dire à tout le monde qu'elle ne leur pardonnera pas et qu'elle se vengera devant eux pour l'avoir laissé en arrière comme appât. En voyant tout cela, Daemon est également très inquiet, mais Shin apparaît devant eux et elle demande à Daemon ce qu'il sait de Yagiri. Il dit qu'il ne le connaît pas beaucoup, mais obtient d'elle des informations sur l'entrée du donjon souterrain. Shin dit que ce sera amusant de voir ce qu'ils vont faire, puis retourne dans son monde de sages. Là, la nuit, alors qu'elle parle à son serviteur, elle reçoit un invité inattendu qui s'avère être Haruto, l'analyste des candidats sages. Il dit à Shin qu'il a trouvé son chemin jusqu'à sa chambre en utilisant ses compétences en résolution de problèmes, puis lui demande de prolonger la date limite de leur examen. Shin dit qu'elle y réfléchira en échange de sa prise en charge de Yagiri, ce à quoi il sourit et accepte. Après cela, Haruto retourne et engage un assassin avec les pouvoirs du sage et de l'esprit et lui dit de tuer Yagiri. De leur côté, les autres candidats sages s'inquiètent pour leur vie, craignant qu'Ayaka ne s'en prenne à eux. L'une d'elles, nommée Riona, qui a la capacité d'améliorer sa force, trouve Ayaka et tente de la battre avec des roches à grande vitesse. Mais Ayaka encaisse le coup comme la giga-championne qu'elle est et se bat avec elle. Elle lui démolit le cul et l'âme à elle seule. Mais Riona dit qu'elle n'est pas à pleine puissance à cause de l'étrange pouvoir de suppression de ce stupide roi qui est actif dans toute la capitale royale. En entendant cela, Ayaka laisse Riona partir se soigner et s'envole pour réduire en cendres le cul royal du roi. Après s'être occupée de lui, elle revient combattre Riona à pleine puissance et continue de la détruire complètement une fois de plus. La nuit suivante,
Elle combat le Crystal Loser, qui parvient en quelque sorte à lui donner un vrai combat en extrapolant son pouvoir en la considérant comme un ingrédient. Puis en utilisant son statut de chef pour la combattre à l'aide d'un couteau de cuisine et d'un clone de l'ombre. Jutsu, en disant que c'est une compétence essentielle pour un cuisinier car il a souvent besoin de nombreuses mains pour faire tourner la cuisine. Mais même après tout cela, Ayaka finit par le transformer en barbecue rôti en utilisant ses flammes draconiques. Pendant ce temps, on découvre que le type lecteur a en fait la capacité de voir l'avenir qui s'écrit dans son carnet dès qu'il fait un choix. Pendant ce temps, Daemon et Luth descendent dans le donjon souterrain et découvrent que la sœur du roi sombre a réussi à briser le sceau elle-même, mais a décidé de rester là pour ne pas mettre son frère en colère. Elle souffre d'un complexe fraternel sévère et l'aime beaucoup, ce qui fait qu'elle est gentille avec Luth et Daemon aussi quand ils lui apportent la clé de son frère. Mais quand Luth lui dit que son frère est mort et qu'il l'a fait, cela la met vraiment en colère et elle prend ses deux bras et dit qu'elle va faire revivre son frère et commence à engloutir tout autour d'elle en utilisant son sort. D'un autre côté, on voit Shin arriver dans la salle à manger pour rencontrer les candidats sages après qu'Haruto ait obtenu une prolongation de sa part. Elle dit à tout le monde qu'elle n'est pas contente de la façon dont l'examen de sage se déroule et pense que c'est trop facile. Alors elle veut qu'ils se battent tous jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Et cette personne serait la seule à devenir le sage. Cela marque le début de la bataille royale alors que le type avec le pouvoir de dieu de la mort essaie de l'utiliser sur Shin. Mais elle dit que cela ne fonctionne pas sur elle car elle se soigne complètement avec un niveau supérieur. Puis l'assomme d'un coup de doigt. Pendant ce temps, Yagiri se détend dehors et il remarque David somnambulé comme s'il était sous une sorte de sort et le regarde sauter dans un ravin. Il essaie de l'aider et finit par tomber avec lui. Sous terre, Mana, la sœur du roi sombre, se transforme en mana liquide et commence à tout envahir sur son passage, jaillissant de la capitale royale avec une force extrême. Pendant qu'il tombe, Yagiri se sauve, ainsi que David en annulant leur élan grâce à son pouvoir. Puis il retrouve Daemon qui fuit Mana pour sauver sa vie. Ils finissent par prendre un ascenseur qui les remonte et une fois arrivés, Yagiri va retrouver Tomochika pour savoir ce qui se passe. Elle lui parle de la bataille royale et ils finissent par se battre contre un tas de leurs camarades de classe. Pendant ce temps, Ayaka décide que c'est le jour idéal pour se venger et rejoint également la bataille royale. Elle finit par se battre contre une fille qui a le pouvoir d'invoquer toutes sortes d'armes modernes et quand elle commence à perdre la bataille, elle invoque une bombe nucléaire comme une mauvaise perdante et la lâche sur Ayaka. L'explosion détruit tout autour d'elle et emporte également Yagiri et les autres. Mais Yagiri les sauve tous en tuant les lois de la physique. Parce que pourquoi pas? Ayaka parvient à survivre à l'explosion en abandonnant sa forme humaine et se transforme définitivement en sa forme de dragon. Une fois guérie, elle décide de s'assurer que tout le monde est mort et trouve Yagiri et les autres vivants au milieu d'une zone en flammes. Le PT, implanté dans son cerveau, commence à se manifester et il s'avère qu'il s'agit d'une technologie du futur spécialement conçue pour contrer la capacité de mort instantanée de Yagiri en devenant indétectable pour lui. Cet effet fonctionne dans une certaine mesure, mais Yagiri tue simplement Ayaka également lorsqu'il voit l'énorme dragon s'approcher d'eux. Après cela, Shin arrive devant eux et dit qu'elle voulait parler à Yagiri, car elle avait entendu dire qu'il allait l'anéantir. Juste à ce moment-là, Yagiri utilise son pouvoir pour lui tuer une cheville, puis commence par lui tuer les doigts et lui montre qui est le vrai patron ici. Il lui demande ensuite de lui parler des moyens de retourner dans leur ancien monde. Mais elle se téléporte simplement dans son monde de sages et essaie de se soigner. Toutes ses tentatives échouent, et cela l'inquiète. Mais alors, Yagiri commence à tuer d'autres parties de son corps et commence même à attaquer son serviteur bien-aimé, Ruiki. Cela pousse Shin à abandonner et elle revient vers lui et explique qu'il n'y a aucun moyen pour eux de revenir car le lien entre leur monde a déjà disparu. En entendant cela, Yagiri lui demande de lui révéler les coordonnées de leur ancien monde et lui demande également comment rassembler le mana nécessaire. Elle sort une pierre philosophale de sa poitrine et dit que c'est la source d'immortalité des sages et que cela devrait suffire à alimenter leur voyage s'ils en collectent suffisamment. Tous les sages en ont une, mais la pierre perd son pouvoir si un sage meurt. En entendant cela, Yagiri décide de la laisser partir et retourne au palais royal avec Tamachika, Daemon et les deux espions, dont le prince David.
Une fois qu'ils sont partis, Mana se matérialise devant Shin et la capture en utilisant ses pouvoirs et l'absorbe en elle tout en la traitant de sainte pathétique et ratée. Shin lui dit de se souvenir du nom de la personne qui la tuera en faisant référence à Yagiri avant de se noyer en elle. D'un autre côté, Yagiri et les autres entrent dans le château et trouvent l'archevêque qui divague sur le fait de commencer son arc de méchant et d'être heureux du réveil de Mana. Mais Yagiri le fait taire avec sa capacité parce qu'il est trop ennuyeux. Juste à ce moment-là, Mana se matérialise devant eux et dit qu'elle va les détruire aussi, mais Yagiri la fait taire également et met fin au combat final en 1 seconde. Le royaume étant sauvé, David s'envole du château sur un vaisseau avec les espions, tandis que Yagiri le suit en s'accrochant à Tamachika qui plane comme une chauve-souris sexy une fois dehors. Il remarque que Daemon s'est encore échappé, et Yagiri dit que ce n'est pas grave car il n'aimait pas sa tête de toute façon. Après cela, il dit qu'il va maintenant chercher les autres pierres philosophales afin que Tamachika et lui puissent retourner dans leur monde, et dit qu'il se séparera du reste du groupe. Les espions acceptent également de suivre leur propre chemin et décident d'accompagner David. Au même moment, quelques agresseurs descendent en volant dans la capitale pour constater la destruction de Mana et trouvent un Haruto blessé dans le chaos. Ils décident de l'emmener avec eux et s'envolent, pendant que tout cela se passait dans la capitale royale. Nous voyons un peu Théodisia qui a fini par retrouver sa sœur tout en sauvant certains de ses sujets des marchands d'esclaves. Là, elle les rejoint, elle et Risley, et commence à se diriger vers la capitale royale parce que la petite fille aux cheveux roses veut rencontrer Yagiri. Ils arrivent juste à temps pour voir Yagiri et Tamachika décider de partir à la recherche des autres pierres philosophales. En les voyant, Risley bondit et serre Yagiri dans ses bras et lui dit qu'elle veut l'épouser tout en lui offrant sa pierre philosophale. Yagiri se demande de quoi il s'agit et Théodisia lui explique que Risley est obsédée par lui parce qu'elle a appris des choses sur lui grâce à son ancien moi après son réveil. Sur ce, ils montent tous dans la calèche de Risley et s'éloignent vers leur prochaine destination, tandis que Yagiri décide de faire une sieste. Pendant ce temps, on voit la reine divine surveiller la capitale depuis une tour, alors qu'elle se demande comment quelqu'un a pu vaincre Mana si facilement et décide qu'il est trop dangereux de laisser quelqu'un comme Yagiri errer dans le monde comme ça et commence à le suivre. Et c'est ainsi que la saison 1 de Mon pouvoir de mort instantané est tellement surpuissant se termine.